Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Nous sommes des êtres pluriels et en même temps, la complexité de ce monde nous pousse à vouloir ressembler à tout le monde. Mais il est vrai qu'il n'a jamais été autant question de singularité et d'acceptation de soi. Dans cet éternel questionnement sur comment trouver ce qui nous anime et comment en vivre, est-ce que tout le monde peut le faire? Ou est-ce que ce n'est qu'une idéologie instagrammable qui nous permet de rêver le temps d'un scroll? Aujourd'hui, je reçois une femme incroyable qui a décidé qu'elle serait ce qu'elle a envie d'être et pour le coup, elle ne s'est pas limitée. Je pense que son leitmotiv pourrait être « si je l'ai décidé, je le suis ». J'ai l'honneur de partager cette conversation avec Elodie Da Silva, femme incroyablement intelligente et marrante, et en vrai je trouve ça trop sexy, mais aussi ultra pédagogue qui réussit avec beaucoup de fun et de maîtrise à faire passer toutes les méthodes pour rendre notre vie beaucoup plus sereine et facile quand on est parent. Tu as envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leurs histoires, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Alors avant toute chose, avant de commencer cet épisode comme je fais d'habitude, je voudrais m'excuser si jamais il y avait du bruit. Mon voisin a décidé de faire des travaux et ça va durer 2 mois. Donc il se peut que pendant cette interview, il y ait du bruit. Je m'en excuse dès maintenant. Je ferai en sorte au montage que ce soit vraiment minime, mais en tout cas, si ça arrive, vraiment désolée. On commence maintenant avec Elodie. Bonjour Elodie. Hello, Tia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis super touchée. On va commencer par la première question que je pose à tous mes invités. C'est un peu la question signature. Pour cette interview, toi, tu serais plutôt thé ou café? Café. Café, parfait. Parfait, ce sera café. Alors, je vais pas te mentir, moi, aujourd'hui, j'ai une tasse de thé. J'ai acheté du thé à la goyave à La Réunion, un thé qui n'a pas du tout le goût de goyave, mais je vais le terminer. J'adore. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas, mais de la façon dont toi, tu aimerais qu'on te présente? Ah, c'est intéressant. Alors, j'aimerais pas qu'on me présente avec le côté pro, donc je vais te donner le côté perso. Alors, moi, je suis Elodie, cette femme complètement hyperactive et très avenante, qui ne recule devant vraiment rien. Je suis maman, mais tu vois, j'aime pas le dire en premier, d'un petit garçon et je suis mère célibataire, donc il me la faut, cette énergie. Et à ce petit garçon, je lui apprends exactement ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que rien n'est impossible, qu'il peut tout faire. Et du coup, il me le rend bien car il a une sacrée énergie. J'adore cette présentation parce que c'est vrai que, alors moi qui te suis depuis un petit moment sur les réseaux, c'est ce que tu dégages en vrai. Et tu sais, je fais ce parallèle parce que avant-hier, quelqu'un m'a vu dans l'avion en me disant, mais en fait, vous dégagez la même chose que ce que je vois. Et c'est vrai qu'on a tendance à croire que les gens derrière leur caméra sont forcément différents. Alors des fois oui, mais des fois non. Et c'est vrai que l'énergie que tu transmets, ben, on la ressent totalement. Ah bah ça, c'est canon. Quel genre de petite fille tu étais? Alors j'étais cette petite fille qui était et c'est marrant parce que tu vois là au moment où je te parle je suis avec mes frères et sœurs, j'étais cette petite fille qui était trop, tu vois, c'est-à-dire que mon énergie elle était toujours au-dessus de celle des autres, je suis celle qui faisait rire, on est 4 frères et sœurs donc je suis celle où limite on veut que je sois là à table pour faire rire. Moi, je suis là pour divertir, tu vois, la famille. Et j'étais celle surtout dont on n'avait pas besoin de se préoccuper. C'est-à-dire, les devoirs étaient faits, le linge il était plié, ma chambre elle était rangée. Donc j'étais un petit peu la petite fille modèle qui faisait rire tout le monde. T'étais une petite fille modèle parce que pour toi, on s'attendait à ce que tu sois comme ça ou c'est vraiment finalement quelque chose inné à ta personnalité? Non, c'est inné. Et tu vois, cette question, elle est hyper intéressante parce que on m'a beaucoup poussée à essayer de dire que oui, mais de toute façon, t'avais pas le choix, c'est ce que tes parents attendaient. Et je pense pas, en fait. Je pense que moi, j'étais celle, je rentrais de la maternelle à 4 ans, je faisais des devoirs. Qui a des devoirs en maternelle? Personne. C'est clair. Donc, je me créais des devoirs. Donc non, je pense que c'était vraiment en moi d'être comme ça, ouais.
Tu te diriges vers des études de droit et aussi en école de commerce et d'ingénierie. Mm. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce parcours qui est quand même énorme? On a le droit, on a Ouais. l'ingénierie. Qu'est-ce qui te plaisait? En plus, c'est des domaines qui sont pas forcément liés. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément lié. Si je me trompe, dis-moi. Ouais. Alors franchement, pour être hyper honnête, il y a rien qui me plaisait. La seule chose qui me plaisait, c'était le challenge. C'est-à-dire, j'avais entendu dire que c'était vraiment chaud de faire la fac de droit ou de faire la fac de médecine. Alors, la vie du sang, comment t'expliquer que c'était hors de question? Donc du coup, je me suis dit bon, bah je vais aller à la fac de droit. Et mon père, il était pareil, c'est-à-dire que je disais mais papa, moi je sais pas ce que je veux faire. Et il me dit bah t'as eu ton bac avec mention bien ou très bien, je sais plus. Il me dit bah écoute, fais du droit parce que c'est dur. Et il savait que j'aimais le challenge. Donc du coup en fait j'ai fait toutes ces choses-là par challenge. Pareil, l'école de commerce, je l'ai fait en parallèle des études d'ingénieur informatique. Ce que j'aimais, c'était le challenge du double diplôme. Mais j'avais en aucun cas une passion ni pour le droit, ni pour le commerce, ni pour l'informatique, tu vois. Donc C'est super marrant ce que tu dis parce qu'en fait, ce qui t'animait, c'était uniquement de te dépasser et pas forcément une vision précise de ce que tu voulais faire en fait. Et ça, je trouve ça énorme, surtout quand ça arrive à un âge, quand ça arrive jeune. Généralement, on a peut-être cette motivation à un âge un peu avancé parce que justement on a vécu et on se dit ok maintenant je sais qui je suis, je sais où je vais aller. Toi, tu l'avais déjà, c'est dingue. mm, complètement. Et en fait, c'est quand je m'en suis rendu compte que j'ai fait la paix avec ça. Parce que quand tu le dis comme ça, la plupart des gens vont te définir ça comme de l'instabilité, tu vois, mais elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors surtout dans les études, hein, ça rend dingue les profs, hein, tu vois, mais ton CV il va pas être cohérent. Et je suis contente de pas avoir écouté ça, tu vois, de m'être dit bah non, bah, je vais juste faire comme j'ai envie de faire. Mais je suis totalement d'accord avec toi, surtout que je trouve, alors je ne connais pas du tout les autres systèmes scolaires au monde. Je vais Mhm. parler de celui que je connais, donc c'est-à-dire le français. Moi, je trouve hallucinant qu'on demande à des enfants, je sais plus à quel âge on demande le choix scolaire, Mhm. mais à un âge en tout cas qui pour moi est trop tôt, de déjà choisir un cursus scolaire en se disant ok dans 15 ans je serai ça. Bah c'est dingue. Et pour moi c'est essaye plein de choses et puis s'il y a un truc qui te plaît tant mieux et si tu ne trouves pas bah continue d'essayer. Donc honnêtement moi je me rapprocherais plus de ta vision des choses où j'essaye et puis on verra quoi. Complètement. C'est ce que tu enseignes à ton petit gars? Ah oui, et quand on vivait au Canada, j'ai découvert quelque chose que j'ai trouvé extra, c'est pour les activités extrascolaires, on les inscrit que au trimestre, si je te dis pas de bêtises. Et j'ai trouvé ça canon, parce que le nombre de fois où on s'est tous foutus dans des activités extrascolaires, on était super contents en septembre, en février t'as envie de mourir, tu vois. Et c'est exactement ce que je lui dis, donc il voulait tester le foot, il a fait le foot, en janvier ça l'a saoulé, bah j'ai dit mais c'est canon, on va changer. Et, euh, et en fait il faut il faut vraiment distinguer le fait d'abandonner parce qu'on a la flemme, etc., quand on est enfant, que d'abandonner parce qu'on n'aime pas. Ouais. Et on essaye de leur inculquer des valeurs, à leur dire non, mais c'est important, tu sais, tu t'es engagé, t'as dit au début d'année que tu voulais faire du piano, sans se rendre compte que, mais en fait, c'est des enfants, ils découvrent le monde. Bien Et sûr. oui, il avait envie de faire, mais il avait envie de faire avant de découvrir ce que c'était. Il savait pas ce que c'était. Donc, c'est pas pareil, un enfant qui te dit j'ai plus envie alors que ça fait 10 ans qu'il fait le conservatoire, qu'un enfant qui teste le piano la première fois, tu vois. Moi, j'ai quand même mon père, il m'a laissé faire ce que je voulais. Enfin, vraiment, c'est un homme extra. Et j'ai quand même ce mini traumatisme parce qu'il est passionné de musique, du fait qu'il fallait que je continue de faire le piano. Tia, j'ai fait 11 ans de piano, je ne sais pas jouer une note. Je détestais ça du plus profond de mon être. C'était terrible. Et en fait, on me laissait pas arrêter le piano, tu vois. Là où c'était ok que j'arrête tout le reste. Et en fait, ça a été terrible. Donc du coup, oui, pour te répondre, avec mon fils, c'est exactement ce que je fais. Je différencie tout ce qui va être le fait de persévérer, de ne pas lâcher, Ouais. de ben non, j'aime pas en fait, maman. Ouais, c'est vrai qu'il y a une grande différence. Et je trouve ça super intéressant que tu mettes le doigt là-dessus, parce qu'on aurait tendance à se borner, comme tu le dis très bien, à forcer en se disant mais non, mais c'est pour ton bien, alors que finalement le bien de l'autre, c'est dans ses choix finalement. Complètement, c'est exactement ça. À quel moment tu as trouvé le métier que tu avais envie de faire? Si jamais tu l'as trouvé, parce que peut-être que finalement tu l'as pas encore trouvé. Ah là là, mon Dieu, je l'ai trouvé, Tia, le 12 mars dernier. Donc c'est pour te dire. Ah ouais. Donc c'est pour ça. Et je pense que moi je suis quelqu'un qui croit que dans la vie, rien, absolument rien, n'est définitif. Donc
il y a peut-être des chances qu'un jour je revienne sur ton podcast et je te dis je l'ai à nouveau trouvé. Génial. Et je pense que tu sais, ça rend la vie beaucoup plus légère que de se dire que rien n'est définitif et que tu n'as pas besoin de trouver ta voie à tout prix. Trouve ce qui te fait kiffer là tout de suite à l'instant T, mais la personne que tu es là à l'instant T, elle est différente de celle que tu vas être dans un an, donc tu auras le droit d'avoir une autre voie. Donc c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que tu m'aurais eu il y a 2 ans, je t'aurais dit autre chose, et là je te dis que ça y est, je viens de trouver pour une période, on verra. On parlera de ce qui s'est passé le 12 mars, justement, un truc incroyable. Et pour juste rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait qu'on puisse évoluer et changer d'avis, il y a une phrase d'un prof d'anglais que j'avais qui disait « Nous ne sommes pas des arbres, nous pouvons bouger, nous pouvons évoluer ». Et j'adore cette phrase. Et à chaque fois, nous ne sommes pas des arbres. Ah, j'adore, exactement. C'est ça. Alors, tu parlais de ton père, justement, qui a créé un label de musique. Tu grandis dans ce milieu de la musique. Alors, tu nous as dit que tu n'aimais pas le piano, mais est-ce que par hasard, à un moment, tu t'es dit, je vais peut-être chanter ou je vais faire autre chose, mais lié à la musique? Ah oui, moi, quand j'étais petite, tu sais, mon père, il m'a amenée au studio. J'enregistrais mes maquettes. Waouh. Que j'ai longtemps appris. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il ne les a jamais écoutées. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ce qu'il me disait, mais ma fille, tu es comme moi, tu es faite pour être derrière la scène. Donc du coup, c'était très drôle, mais j'étais à fond et j'ai toujours eu cette passion. Et d'ailleurs, j'ai repris les labels et tout quand il a décidé d'arrêter. Mais cette passion, cette écoute, je l'ai toujours eu. Alors clairement pas le côté musicien, mais par contre, je me suis jamais dit. C'est vrai que je me suis jamais dit je vais être chanteuse. Et tu vois, ça a toujours été, comme tu dis, on en reparle après, mais cette sensation de oui, il faut que je sois sur scène, mais de pas avoir encore trouvé mais comment, en fait, tu vois. Ouais. C'est dingue. Je savais par contre que je pouvais pas être danseuse, hein. Ça c'était très clair. C'est vrai. Ça c'était sûr et certain, toute ma famille me l'a confirmé. Ça c'était pas être ça. Sur scène, mais pas comme ça. Voilà. Quand on grandit dans un monde artistique, le rêve a une part hyper importante, parce que les artistes sont de grands rêveurs, à mon sens en tout cas. Est-ce que chez toi, tu avais le droit de rêver grand, très très grand? Ah oui. Ouais. Ah oui, enfin en fait moi j'étais, on était dans une famille où tout ce qu'on demandait, rien ne choquait mon père. Alors ça voulait pas dire que c'était oui, hein. Ouais. Mais tu vois, quand tu l'appelais et que tu lui disais ou que tu lui parlais, que tu lui disais je veux faire ça. La seule limite que tu avais, c'était toi-même, c'était pas lui. Tu vois, et c'est pour ça que, étant jeune, j'ai pu faire des trucs de fou, hein. C'est grâce à lui que j'ai vécu à New York, que j'ai vécu à Toronto alors que j'avais 16 ans. Enfin, tu vois, le truc de fou, 16 ans, quoi. Donc, et on était autorisés à rêver grand. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on est 4 frères et sœurs et on n'en a pas fait la même chose. Mais en tout cas, il n'y avait pas de frein et surtout, il n'y avait aucune pression. Il n'y avait aucune pression. C'est pas parce que tu t'engageais dans quelque chose. Le jour où j'ai dit à mon père, la fac de droit, j'ai envie d'arrêter. Mais en fait, et même dans ses yeux, il y avait même pas le dommage. Ouais. Il y avait ok, on fait quoi? On va où? Enfin, tu vois, c'était on va où, en fait. Mon père, il a ce côté très navigateur, très bateau. Et d'ailleurs, il adore les bateaux. Très tiens, on change de cap, en fait. Et puis, c'est aussi simple que ça. On change de cap. Et de toute façon, être entouré d'artistes qui partaient de rien, tu vois, moi, j'ai grandi, j'ai vécu avec Césaria Évora qui partait de rien. Et qui étaient pas plus inquiets que ça, hein. Mais vraiment, t'es entouré de gens qui ont rien pour manger, qui ont pas de toit, et qui sont pas inquiets, tu te rends compte? Ouais. Là où nous, on est inquiets de trucs de fou, ils sont pas inquiets, les gars. Et ça a tout changé pour moi, en fait. Je pense que il y a beaucoup de choses et des projets, tu vois, là, je me suis dit que j'allais annoncer dans pas longtemps qu'il y a un projet que j'ai décidé d'arrêter. Les gens ont beaucoup d'inquiétudes sur mais comment tu vas faire? Mais tu te rends compte, toute l'énergie que t'as mis là-dedans, ça fait 3 ans que tu bosses là-dessus, tu vas l'arrêter. Et moi, grâce à lui, j'ai pas cette inquiétude. Je suis inquiète de rien, en fait. Est-ce que l'inquiétude est pas liée au fait que tu te sois trouvée? Par exemple, est-ce que Césaria Évora, elle avait pas d'inquiétude parce qu'elle savait qui elle était et elle savait qu'elle avait les ressources pour rebondir, pour aller de l'avant? Est-ce que tu crois que c'est lié? Oui, c'est lié à ça, clairement, le fait de savoir que tu peux rebondir. Mais je pense que c'est lié aussi à une notion qu'on oublie et qu'on banalise. C'est lié au bonheur, en fait. Ouais. C'est lié au fait de se dire, de toute façon, si je suis heureuse, ça ira. Et tu vois, c'est un truc dont je parle jamais. Souvent, on me dit, mais mon Dieu, mais mère célibataire, mais l'enfer, ma pauvre. Mais tu te rends pas compte que le moment où j'ai découvert le bonheur, c'est le moment où je me suis retrouvée seule, en fait.
Et on oublie de lier le fait que tu enlèves l'inquiétude, tu enlèves le souci au fait que si tu es bien, mais profondément bien, attention, je parle pas de cette positivité toxique là, Oui, bien ça va bien, tout va bien, alors que ça ne va pas. Si t'es profondément bien, mais tu seras tellement plus sereine, et c'est ça que j'ai appris en fait. Pour toi, c'est quoi la limite d'un rêve? Jusqu'où on peut rêver et de se dire, OK, là, j'y vais et c'est possible. Et déjà, est-ce qu'il y a une limite pour toi dans le rêve? Ouais, j'allais dire là, j'en vois pas. J'en vois pas du tout. Parce que même la limite financière, en fait, c'est juste que du coup, le rêve, tu vas le découper en étapes. Ouais. Et il mettra peut-être plus de temps à être atteint, mais il n'y a pas de limite. Est-ce que tu as découvert, alors je fais une différence entre ce qui nous anime et le côté professionnel parce que ça peut ne pas du tout être lié. Est-ce que tu as découvert très tôt ce qui t'animait dans la vie, de manière générale justement, et est-ce que ce qui t'animait finalement, ça a été ta boussole tout au long de ta vie, ou est-ce que ça a été plus ce qui t'a permis de grandir? Je sais pas si je me suis fait comprendre. Mm. Je pense que non, je l'ai pas découvert tôt, et je pense que c'est une recherche constante qui va continuer. Je pense que, comme beaucoup de femmes, mais après ça, une fois de plus aussi, c'est un tabou dont on parle pas, j'ai longtemps cru que je devais exister à travers un homme. Et c'est ces années-là où je n'ai pas existé, en fait. Moi, je me suis mis en couple très tôt, je me suis fiancée très tôt, j'ai acheté un appartement très tôt, et j'ai longtemps vécu ce bonheur à travers l'autre. Et je remercie cet homme parce que je me suis mangé une claque énorme, et c'est à partir du moment où je me suis mangé cette claque que j'ai l'impression que ma vie, elle a démarré. Donc tu vois, je l'ai pas su en fait. Enfin, je l'ai pas. Ça a pas été inné. Ça a été quelque chose que j'ai appris. Et je pense que c'est un modèle que j'ai eu. J'ai vu ma mère exister à travers mon père, mais pas dans le sens toxique, dans le sens d'une autre génération où c'était comme ça et ça marchait très bien. Mais vraiment, enfin, mon père, il dit à chaque fois que c'est grâce à ma mère qu'il a pu faire. C'est ma mère qui a tout géré pour les 4 enfants. Et du coup, j'avais collé ce modèle, alors qu'en fait, il convenait pas à notre génération, tout a évolué. Et c'est pour ça que je mets bien le bémol à dire, attention, c'était un modèle qui leur convenait à eux. Bien sûr. Et j'ai découvert, grâce à ces claques, qui sont géniales, que moi, je ne prends pas du tout comme des ruptures terribles. Si, sur le moment, tu chiales bien, hein, bien comme il faut. Mais aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante de ça, et c'est ça qui m'a permis de découvrir et de me trouver. Mais avant, non, c'était clairement pas inné. Une femme qui nous écouterait là et qui est justement dans cette phase où c'est encore très très dur, où tu vois cette claque, elle arrive pas encore à rebondir, à se dire non, j'apprends quelque chose de ça. Comment l'aider pour qu'elle arrive à se dire ok, ça va me permettre de me trouver moi finalement et de ne plus être le miroir de l'autre et puis de m'oublier. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ben, tu sais, déjà, il y a un de mes mentors que j'adore, Jay Shetty, qui dit que quand tu es dans une relation, quand tu es quelque part et que ça ne te convient pas, c'est très simple. Il y a 2 solutions. Soit tu restes, mais tu restes en te disant, OK, je reste, j'ai compris ce que je ne vais pas en retirer et je suis OK avec ça. Et ça change tout. C'est pas le je reste, mais voilà, mais c'est ceci, c'est cela, ça me convient pas. Soit tu pars et tu sais que ça va être difficile parce que souvent on banalise cette petite période qui est difficile, d'accord? Et tu pars avec l'idée en tête que tu vas te reconstruire et évoluer. Mais tu vois, c'est pas il faut partir. On peut aussi rester, mais être OK avec ça. Moi, j'ai beaucoup de copines qui restent et qui sont OK avec ça et ça se passe très bien. Quand on part, quelle que soit la décision qu'on prend, d'ailleurs, qu'on part ou qu'on reste, et je te parle d'une situation, d'une relation amoureuse, mais ça peut marcher aussi avec un boulot, il faut juste s'assurer qu'on le fait pour soi. Et quand je dis on le fait pour soi, c'est, tu sais, moi j'ai toujours la vision en tête, et on en reparlera, et c'est pour ça qu'il y a des projets que j'arrête, de qu'est-ce que je suis en train de faire pour la Élodie du futur. Et en fait, il faut que vous vous posiez cette question. Est-ce que ce que je fais là, ça sert la moi du futur? Est-ce que ça sert la moi qui a envie d'aller à tel ou tel endroit? Et si c'est en train de lui desservir, si c'est en train de faire que l'objectif qu'elle a, eh ben, ça va lui prendre 10 ans au lieu de lui en prendre 5, c'est comme ça que moi je prends mes décisions, en fait. Ok.
C'est super intéressant parce que pour le coup, moi je me suis jamais posé cette question comme ça. Alors je me suis toujours, non pas d'ailleurs toujours, mais depuis que je fais un certain travail sur moi, je me pose quand même la question de ok, quelle femme j'ai envie Mhm. d'être et dans quelle direction j'ai envie d'aller. Mais c'est vrai que de manière séquentielle, je me dis pas est-ce que cette action est bénéfique à la Tia dans 5 ans. Et c'est vrai que finalement, ça a du sens parce que l'action que je fais maintenant aura peut-être une répercussion sur celle que je vais être. Donc c'est super intéressant de nous apporter cette Mm. astuce, entre guillemets, parce que peut-être que d'autres personnes comme moi ne voyaient pas les choses comme ça. Bah oui, et en fait, tu sais, ça, c'est quelque chose que parfois, et je vais aller plus loin, et ça va choquer des gens, mais on est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas bien grave, c'est que ça, je me pose cette question pour tout. C'est-à-dire, pour toutes les obligations familiales, tu sais, moi, je me suis beaucoup isolée, j'ai vécu seule au Canada, là, je suis seule dans le sud de la France sans ma famille. C'est quand tu me demandes, tiens, on va partir en vacances en famille, ou quand tu me dis, tiens, est-ce que tu remonterais pas à Paris pour les fêtes, je fais aussi ça. Et je me dis, stop, est-ce que ça va pas me prendre trop d'énergie? Est-ce que ça va pas faire qu'en fait, quand je vais revenir chez moi, bah du coup, je vais pas pouvoir servir cette Élodie? Cette Élodie qui, après les fêtes, en janvier, a prévu de faire ci, ça, de partir en répète pour faire le spectacle, pour machin. Et ça fait que, bah oui, je passe mes fêtes chez moi. En fait, toutes mes décisions, elles sont prises comme ça. Et malheureusement, on nous pointe toujours du doigt que ce genre de décision, c'est de l'égoïsme. Et si c'est à être qualifié dans de l'égoïsme, c'est très bien, mais c'est de l'égoïsme pour soi-même. Est-ce que c'est pas la plus belle forme d'égoïsme? C'est de l'égoïsme pour servir la toi de plus tard. Et on est un peu trop dans cet instant de il faut que je fasse plaisir tout de suite. Et si les gens t'aiment vraiment, les gens en face, ah, je peux t'assurer que ça va être ok en fait pour eux la décision. Ouais. Mais c'est vrai que en général, alors sans vouloir globaliser ce que font les gens, mais c'est vrai qu'en général, on pense plutôt, oui, mais qu'est-ce que va dire l'autre? Même si au fond, on a envie de se dire, ouais, mais j'aurais besoin de cette énergie-là, on va plutôt mettre l'autre avant ce qu'on veut vraiment. Et c'est pas facile quand même de se dire, ok, là, je me mets moi en amont de cette décision parce que c'est ce qui est important pour moi. C'est pas facile. C'est difficile et j'irais même plus loin, je te dirais que ça va faire le tri dans ton entourage. Ça va vraiment faire le tri dans ton entourage. Euh, et, euh, et est-ce que c'est pas plus mal, franchement? Ouais. Ça, c'est aussi quelque chose, c'est que ma vie, elle a changé une fois que ce tri a été fait. Ces gens qui se vexent parce que tu leur dis non, désolé, la semaine prochaine, je n'ai pas envie d'aller déjeuner, ça va me faire un trou dans ma journée et je ne peux pas me le permettre. Est-ce que c'est ces gens-là dont on a envie de s'entourer? C'est vrai. Ces gens qui, tu vois, donc c'est pas facile, mais ça va tellement, tellement nous servir pour plus tard. Aujourd'hui, je suis entourée que de gens, mais en fait, qui eux-mêmes ne vont pas me proposer le déj, pour être honnête, tu vois. C'est aussi simple que ça, parce qu'ils savent. Donc du coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment, ça, c'est pas facile, mais ça va faire le tri. Et je pense que ce tri, il est nécessaire. Et une fois de plus, si on observe les hommes, c'est un tri qu'ils font beaucoup plus facilement et naturellement que nous. Et nous, c'est un tri qu'on n'ose pas faire. Il faut le le faire faire pour son bien-être personnel. Et c'est vrai que la femme Oui. aura tendance à vouloir le bien-être des autres. Peut-être parce que c'est l'éducation. Je pense pas que ce soit quelque chose d'inné proprement parlé à la femme. Je pense que c'est surtout une question d'éducation. On nous a tellement inculqué ces valeurs-là que la femme, elle prend soin des autres, que à l'âge adulte, on reproduit ce même schéma, quitte à passer après tout le monde. Exactement, exactement. Et comme tu le dis, l'éducation, la culture. Moi, je viens d'une culture africaine, ma mère est sénégalaise, et je peux te dire que c'est très important de faire passer ta famille avant les autres, ton mari avant les autres, ton enfant avant toi. Alors que moi, ça choque souvent, mais je dis la priorité entre mon fils et moi, c'est moi. Hein. et moi, quand je suis reposée et que je suis très heureuse, je peux t'assurer qu'il est très heureux, en fait. Donc, Mais j'adore cette vision. J'adore cette vision. C'est vrai qu'aux Antilles, je suis de Martinique, c'est exactement la même chose. Ouais. On revient à la partie pro. Tu as plusieurs casquettes. Tu en as beaucoup. Est-ce que ce sont des choix à chaque fois mûrement réfléchis ou est-ce que ce sont plutôt des opportunités qui se sont présentées à toi et tu t'es dit pourquoi pas? Alors, au début, c'était vraiment plutôt des opportunités qui se présentaient à moi. Mais en fait, quand tu commences à être doué dans quelque chose, et je pense que c'est comme ça dans tous les domaines, même les artisans, etc., du coup, tu as de plus en plus d'opportunités qui viennent à toi. Et c'est là où j'ai arrêté de me dire pourquoi pas, et où je me suis dit, en fait, il va falloir filtrer, il va falloir faire vraiment
une fois de plus, que ce que tu as envie de faire et que ce qui sert cette vision de la Élodie dans 20 ans. Donc j'ai commencé sur du pourquoi pas, et alors maintenant je te trie les trucs. C'est la folie du tri. J'adore. Justement, on va développer toutes ces casquettes que tu as. La première, oui, c'est maintenant tu gères le label familial, le label de musique familiale. Comment tu te sens quand tu accèdes à ce poste? Ton état d'esprit à l'instant T où on te donne les rênes, on te dit maintenant c'est toi. C'est quoi ton état d'esprit? Bah, ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus servi dans la vie, c'est que c'est très dur quand tu reprends une boîte qui a 30 ans, qui a été montée par ton père, qui est un homme, qui a ce don, mais vraiment il a un don, c'est exceptionnel pour la musique, il a une oreille, il a une découverte, et toi tu reprends ça, t'arrives dans un milieu qui est composé à 99% d'hommes, et d'hommes qui ont la cinquantaine. Donc je t'explique l'histoire. Autant te dire, tu ne vaux rien pour eux. Tu ne vaux rien. C'est vraiment, t'as l'impression d'avoir 12 ans. Tu les appelles, c'est oui, mais est-ce que tu peux me passer ton père? Et c'était horrible. Et j'ai eu des moments où je l'appelais, je pleurais, je criais, je disais mais de toute façon, on ne me respectera jamais. Et alors, mon père, c'est un peu la définition de Yoda, la force tranquille. Donc je peux te dire que ça l'a pas inquiété une seule seconde. C'était mais ma fille. Laisse-leur le temps, tu vois. Ça va aller, t'inquiète pas. Et ça m'a demandé beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup dû persévérer. J'ai beaucoup voyagé parce qu'on a un festival et du coup, il fallait voyager. On était partenaire avec d'autres festivals et du coup, j'ai dû beaucoup me montrer et voyager. Et je pouvais pas me permettre ce que ces hommes se permettaient. C'est-à-dire les afters après la journée de festival, boire, finir bourré. Allez, tu vois. En fait, je devais asseoir cette position de respect et c'était quelque chose que j'avais toujours en arrière-plan. Donc ça a été très difficile, mais maintenant ça a marché parce que c'est très marrant, parce que mon père fait un autre métier en ce moment, mais qui est toujours en lien dans la musique, et souvent les gens lui disent non mais attends, je vais demander à ta fille avant parce que tu vois, genre, et c'est ça maintenant. Et en fait je me suis imposée, et c'est quelque chose que j'avais pas forcément envie de faire, mais je l'ai fait. Je suis devenue le dragon de nous deux en fait. Ouais. Je suis celle où c'est limite, maintenant ils appellent sinon mon père et ils lui disent est-ce que tu pourrais pas parler à ta fille parce que là elle veut pas quoi. Et mon père il est toujours t'es malade, elle va me tuer, tu vois. Et c'est trop marrant. Et là où avant, tu vois, il y a 7 ans quand j'ai repris, c'était l'inverse, c'était moi qui pleurais tout le temps à dire j'y arriverai pas. Donc ça a été dur. Je l'ai repris c'était dans une période aussi où la société allait pas très bien parce que c'était pas longtemps après la crise du disque, etc. Donc ça a été un challenge, et ça par contre j'ai adoré, tu vois, comme depuis le début quand on en parle, moi le challenge j'ai adoré, et limite pour être honnête, et il l'a vu, je me suis un petit peu lassée quand j'ai remonté la société et que tout allait bien financièrement. Je me suis dit ouais bon voilà, enfin il y a plus de challenge là, voilà, c'est bon quoi. Et il l'a vu, il a dit donc on en a plus rien à foutre en fait. Donc c'était très drôle. Mais c'est vrai qu'en fait c'est lié à tous les secteurs, et je te rejoins, tu vois, je bosse dans le milieu de l'alcool, et donc un milieu hyper masculin, un milieu où il y a des femmes, de plus en plus de femmes, mais c'est vrai que j'ai remarqué que moi, on va venir me challenger sur beaucoup de choses très techniques, sur beaucoup de choses où on se dit non mais elle sait pas. Alors que les mecs, ça va être toujours un petit peu plus cool parce que c'est un homme, donc forcément il sait. Et on doit prouver, on doit travailler un peu plus que le mec qui est à côté, qui des fois est arrivé après, qui a peut-être même pas le même bagage, mais on devra faire beaucoup plus d'efforts et être irréprochable entre guillemets pour être pris au sérieux. Complètement. Et il y a quelque chose qui est entre guillemets dommage, c'est que du coup moi même si c'est plus le cas aujourd'hui parce que maintenant c'est devenu des amis tous ces gens qui sont dans la musique, mais je déplorais un peu le fait du coup de ne pas pouvoir être soi-même, tu vois, de toujours avoir ce masque. Et puis j'ai en toute objectivité j'ai la chance d'être belle en plus, et c'est vrai. Et donc, non mais merci, mais c'était terrible parce qu'en fait j'étais la petite jeune mignonne qui débarquait on me prenait pas au sérieux, on m'invitait à boire des verres, à dîner, enfin ça n'avait aucun sens. Et en fait t'es obligé de mettre un masque, de devenir quelqu'un que tu n'as pas forcément envie d'être, mais tu n'as pas le choix. Ouais, c'est vrai que moi j'ai un peu de chance parce que mon mari qui bosse dans le milieu est quelqu'un de très respecté, donc je pense que personne n'est assez malade pour venir m'inviter à quoi que ce soit. Mais et c'est vrai que je crois que mon caractère aide aussi parce que j'ai plutôt une grande gueule, donc je pense que certains ont compris très rapidement que
on peut me tester sur le travail, il y a pas de souci, mais voilà, il y a vraiment ce respect d'une femme accomplie que je veux avoir. Donc c'est vrai que j'ai plutôt de la chance à ce niveau, mais je sais que c'est pas tout le monde, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que tu as eu, alors tu as pris ce poste, mais est-ce que tu as eu des doutes au point de te dire non, j'abandonne, ou est-ce que ça n'a même pas été une question pour toi, c'était plutôt tellement challengeant, toi justement qui aimes le challenge, de te dire je vais leur montrer que je vais y arriver. Ah non, non, mais il y avait pas de question d'abandonner. Euh, L'historique, c'est quand même que mon père nous a dit, parce qu'il prenait la direction de Sony Afrique, il partait vivre à Abidjan, il a dit voilà, il y a deux solutions. Soit je revends la société familiale, soit il y en a un de vous qui la reprend. Alors là, les traîtres, les trois autres traîtres de frères et sœurs, ils m'ont tous regardé, ils ont dit bah on sait, c'est toi, tu vois. Et moi j'étais consultante, j'étais chef de projet senior chez Alliance à l'époque, donc j'ai posé madame, enfin j'ai tout quitté en fait. Et en fait il y avait pas de sujet, c'était hors de question que ce soit Élodie qui tue l'empire familial. Enfin c'était inenvisageable. Mais tu te rends compte? Là, non mais c'était mais c'était une pression que je me mettais toute seule, hein. Parce que les autres, et même mon père, il me disait, bah, tu fais comme tu peux. Mon père, c'est toujours, tu fais comme tu peux, tu vois. Donc, mais par contre, c'était moi, dans ma tête, c'est hors de question. Donc il n'y avait pas le choix. C'est super intéressant. Aujourd'hui, donc, tu as la tête d'un label de musique, tu es organisatrice dans l'événementiel, tu es experte de l'apaisement des bébés entre 0 et 3 ans, mais également stand-upeuse. Ça, on va développer dans pas longtemps. Comment t'arrives à gérer toutes ces casquettes en tant que maman célibataire? Est-ce qu'en vrai, Superwoman, c'est toi? Dis-le nous, tu peux le dire là. Non, mais je pense que mais je sais pas, les gens ils doivent idéaliser quelque chose parce que regarde, on va se le dire en toute honnêteté, je t'ai quand même envoyé un message il y a 30 minutes pour te dire est-ce qu'on peut ne pas mettre la caméra, je suis en pyjama. Enfin, tu vois, non mais voilà. Et il est 14h30 et c'est ça ma réalité. Donc et en fait, je le dis toujours, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les femmes font que je ne fais pas. Et je suis OK avec ça, tu vois. Moi, si je fais pas de lessive pendant 3 semaines et que je mets le même pantalon, j'en ai rien à faire, en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin, et je me mets aucune pression. Pareil, si je cuisine pas pendant 1 semaine et que ça part en plat picard ou quoi que ce soit, eh ben, c'est OK aussi. Donc, je pense vraiment que j'ai enlevé beaucoup de pression sur beaucoup de choses et ça m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Après, on va pas se mentir, j'ai une hyperactivité de dingue. Je suis debout à 5 heures du mat tous les jours. J'adore ça. Mais je pense que le côté passion, ça change tout. Parce que quand j'étais consultante chez Alliance, je peux te dire que l'énergie, elle était pas là. Me lever, c'était compliqué. J'avais pas envie. Mais là, tout ce que je fais, enfin, regarde, je suis là, on est lundi, il est 14 heures, je suis en train de faire une interview podcast. C'est pas canon, ça? Donc c'est voilà, et je me suis rendu compte que une fois de plus on en revient au bonheur. Le bonheur ça donne énormément d'énergie. Est-ce que c'est ton bonheur et la façon justement dont tu as réussi à ne plus te mettre de pression qui font que tu arrives à ne pas te perdre? Me perdre dans quel sens? Tu sais, moi, alors je vais te parler de moi et de mon expérience. Il y a quelques années de ça, je voulais tout faire et justement je faisais beaucoup de choses et je me suis perdue dans toutes ces choses et à un moment j'ai réalisé que je savais plus qui j'étais vraiment, ce que je voulais vraiment et pourquoi je faisais les choses. Et ça a été compliqué de me dire mais finalement qu'est-ce que je veux, c'est quoi qui m'anime, c'est voilà. Et je crois que ça a pris énormément de temps pour que j'arrive à réaliser ce qui m'animait vraiment et où était mon bonheur. Et donc c'est pour ça que je me dis est-ce que toi, c'est ces choses-là, le fait d'avoir réussi, cet équilibre-là, le fait d'avoir réussi à baisser cette pression et à trouver ton bonheur dans ce qui t'anime, qui fait qu'aujourd'hui, tu ne te perds pas et que l'Élodie qui nous parle là, c'est vraiment toi et que tu es fière de la femme que tu es. Ouais, je pense que, et tu vois, on en parle beaucoup avec mes frères et sœurs parce qu'on est très différents. Je pense quand même que j'ai toujours eu ce caractère qui était défini comme un sale caractère, surtout quand t'es une fille, de vraiment toujours dire non dès que ça me plaisait pas, dès que je voulais pas. Moi, j'étais en guerre constante avec ma mère parce que du coup, c'est un truc pour une femme qu'elle comprenait pas. Et comme je te le dis, même si des fois ça m'arrive encore de me lancer dans des trucs que je ne veux pas faire, j'arrive très vite à faire marche arrière et à me dire mais non, on fait pas ça. Et surtout, j'ai pas peur de perdre. Tu vois, je suis partie vivre au Canada, j'ai regardé, et au bout de 8 mois, j'ai dit,
c'est hors de question. C'est stop, en fait. Et j'ai rencontré beaucoup de Français sur place qui étaient là-bas depuis 10 ans et qui étaient pas heureux. Et qui me disaient, mais en même temps, Élodie, je suis venue, j'ai amené ma famille, j'ai acheté une maison. Enfin, c'est bon, on va pas partir. Et moi, j'ai jamais eu ça. Moi, je suis venue, je peux te dire que ça m'a coûté énormément d'argent. J'ai fait tenir toutes mes affaires par bateau, j'ai pris des apparts, j'ai pris une décoratrice, j'ai fait tout. Et je n'ai pas ouais, mais putain, maintenant qu'on l'a fait, avec tout le fric que t'as mis. Et c'est pas une question d'avoir de l'argent. Parce que cette mentalité, je l'ai toujours eue. Et putain, je peux te dire que j'en ai perdu de l'argent. Mais c'est une question de se dire, il faut pas que ça te bloque. Dans tous les cas, il faut pas que le matériel te bloque. Il faut pas que la peur d'avoir perdu du temps te bloque. Parce que si j'avais fait ça, aujourd'hui, je serais juriste. Parce que j'aurais dit, mais attends, tu viens de te faire toute la fac de droit, t'as réussi. C'est pas pour changer de métier. Tu vois. Et ça, c'est une claque qu'un jour m'a mis mon père. C'est-à-dire qu'un jour, quand j'ai fait la fac de droit et qu'il m'a vu pleurer sur mes partiels, il m'a dit, bah stop, on arrête tout, on fait autre chose. Et je lui ai dit, mais papa, je vais pas arrêter le droit alors que là, j'ai réussi. Et puis en plus, moi, j'avais la chance, entre guillemets, mais c'était mon malheur, de réussir. Et de réussir bien et d'être major. Et tu vois, ça, j'en parle toujours avec ma vie. Je lui dis, notre problème, c'est que quand tu es doué quelque part, la société te montre que bah, si t'es doué, il faut rester. T'as la chance d'être doué. Donc pourquoi est-ce que tu pars? Mais ça, c'est l'enfer, en fait. Ça, c'est la malédiction de la bonne élève. Hein. C'est la malédiction de la bonne élève. Et moi, j'ai plein d'amis comme ça qui finissent en médecine et tout parce que non, mais t'es bonne en maths. Et va faire médecine. Et c'est la malédiction des bons où on te demande jamais, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Même si t'es pas doué dedans, qu'est-ce que tu veux faire? Comment est-ce qu'on va aller s'entraîner pour devenir doué? Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis parce que pas plus tard qu'hier, je suis arrivée de vol hier. Pour ceux qui découvriraient ce podcast, je suis aussi hôtesse de l'air. Et pardon. Et pas plus tard qu'hier, je disais à un collègue que je serais pas hôtesse de l'air toute ma vie. Et il a été choqué. Il a été choqué parce qu'on a aussi cette image de l'hôtesse de l'air, du beau métier qui parcourt le monde, qui dort dans de beaux hôtels. Et quand je lui dis, mais ouais, mais honnêtement, je me vois pas à 64 piges pousser un chariot et j'ai d'autres ambitions, j'ai d'autres envies. Il était profondément choqué parce que voilà, on se dit, bah non, t'es dans ce métier, tu peux pas partir, c'est pas possible. Ah si. Ah oui, et puis on peut. pire, j'imagine que tu dois avoir des avantages et les gens, ils voient les avantages. Mais tu peux voyager, Exactement. mais tu vas à truc, tu vois. Et puis tu peux faire voyager ta famille. Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Ah ouais, donc je comprends totalement ce que tu dis. Tu cartonnes sur Instagram, sur TikTok avec ton compte Evan et moi, sur lequel tu offres ton expertise pour l'apaisement des bébés. Alors on est bien sûr très loin du droit, de l'informatique pour lequel tu as eu un master d'ailleurs, ou encore de la musique. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit, j'ai envie de parler de ça? Pourquoi? Mais en fait, le déclic, il s'est fait lorsque je me suis retrouvée seule avec mon fils. En fait, un soir, je l'ai regardé et il pleurait beaucoup. Et je lui ai dit, tu vois, et je me suis dit dans la tête, je me suis dit, mais mec, en fait, ça va pas être possible. On va pas pouvoir, ça va pas marcher. Maintenant, on est seuls tous les deux. Va falloir que ça marche. Va falloir qu'on trouve le moyen de s'apaiser. Et c'est de là que c'est parti. Et tu sais, il y a un truc que je déteste, c'est être dépendant des autres. Et je me suis dit, mais attends, à chaque fois que tu as une question, tu vas pas pouvoir aller demander, donc il faut que tu apprennes. Et c'est comme ça que je me suis mis à me former de manière complètement frénétique. Et c'est pour ça que j'ai énormément de formations sur le sujet. Parce que je me suis dit, mais non, enfin, tu dois pouvoir répondre à tes questions. Donc à la base, ces formations, elles étaient même pas dans le sens où je vais aller servir les autres mamans. C'était vraiment, il faut que ça me serve. Et les gens, ça les fait rire parce qu'ils le voient que mes formations, je les fais en fonction des stades de développement de mon fils. Et là, mon fils, maintenant, il a plus de 3 ans et je rentre aussi dans des formations sur ces tranches d'âge-là. Et j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça. C'est-à-dire, oh là là, la fiscalité, ça me saoule. Bah, je vais apprendre. Tu vois, et là, je me suis dit, tu vas pas mettre ton bonheur, parce que c'était une question de bonheur là, parce que je me retrouvais seule, entre les mains de quelqu'un que tu vas pouvoir faire intervenir que de 9h à 17h, tu vois. Et du coup, j'ai vraiment pris le taureau par les cornes et je me suis dit, bon, maintenant, on va se former. Et je me suis pris de passion pour ça parce que ça m'a beaucoup servi à moi aussi. Tu sais, vivre avec cette hyperactivité, ce trouble de la concentration que j'ai, etc. Eh ben, tout ça, ça m'a apaisé moi-même en premier. Et ça m'a fait me comprendre aussi à quel point, si t'es apaisé, ton enfant, il le sera aussi. Tu sais, j'ai toujours en tête cette scène qui m'avait tellement énervée sur le coup, où Evan, il devait avoir 2 semaines et il pleurait, mais il pleurait à la mort. Je crois que ça faisait 2 heures qu'il pleurait. Et du coup, je pleurais devant son lit et j'appelle son père et je lui dis, viens m'aider. Et il rentre dans la chambre
Et c'est moi qui prends dans les bras et il me serre fort contre lui jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Et au début, je suis énervée. Je lui dis, mais prends-le lui. C'est lui qui pleure. Et il me prend et il me serre et j'arrête de pleurer au bout d'un moment. Et il arrive à me réconforter. Et d'un coup, Evan, il arrête de pleurer. Et il m'attrape la tête et il me dit, tu comprends pas, si toi tu vas bien, il ira bien, il faut que t'ailles bien, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est, entre guillemets, ces conneries où on me disait, faut que tu prennes soin de toi, en fait, c'est ça aussi. Et donc, toutes ces formations, elles m'ont aussi vraiment servi à moi et cette hyperactivité, maintenant, je pense que je m'en sers comme d'un super pouvoir. C'est un super pouvoir. Et à quel moment tu te dis, maintenant, mon savoir, je vais le partager? Pourquoi d'ailleurs? Est-ce que ça a été une demande ou est-ce que vraiment tu t'es dit, non, ça peut servir d'autres personnes? Ça a été... moi, j'étais entourée de beaucoup de personnes qui avaient eu des enfants au même moment que moi. Et j'ai vu qu'on était toutes dans la même galère. Et je me suis dit, mais du coup, il faut partager. Et j'ai commencé à partager avec mes amis, ma famille. Et du coup, naturellement, sur Instagram, je me suis mis à en parler. Et après, ça s'est professionnalisé, mais au début, je me suis mis à en parler naturellement. Et en fait, ça a même commencé avec les crèches, parce que quand j'ai commencé à en parler aussi à des professionnels de crèche, on m'a dit, attends, tu veux pas venir en parler et tout aux professionnels? Et du coup, bizarrement, mais c'est ce côté pro qui a commencé, avant que je commence à en parler sur les réseaux. Et en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis pris de passion pour Instagram et de la façon dont je pouvais transmettre ce contenu sur Instagram. Et ça s'est fait vachement naturellement. J'adore. Tu es hyper formée, comme tu nous l'as dit. Et c'est vrai que quand on va sur ton Insta, alors forcément pour préparer l'interview, j'ai regardé, j'ai cherché, tout ça. Et quand j'ai vu toutes tes formations, je me suis dit, what? J'ai regardé, je me suis dit, mais pourquoi? Mais en même temps, je comprends. Quand on t'écoute, on comprend que voilà, déjà, je pense qu'il y a aussi le côté challenge de, je connais, je maîtrise mon truc. Et comme tu l'as dit, t'es passionné de ça maintenant. Donc forcément, t'as envie de savoir plus. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis dit, ah ouais, quand même, balèze la meuf. Mais vraiment. Et donc, tu es hyper formée. Moi, je fais partie de ces gens qui font beaucoup de formations parce que j'ai l'impression de ne pas être assez. À partir de quel moment on arrête de se dire qu'on n'est pas assez et qu'on passe à l'action? Alors, c'est vrai que là, pour l'instant, honnêtement, cette interview me sert énormément. J'adore. Mais en fait, c'est hyper intéressant comme question. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre se former pour se convaincre. Et moi, je me suis toujours formée pour répondre à une problématique que je rencontrais avec mon fils. Là, tu vois, je suis en train de faire une formation sur la thérapie par le jeu parce que j'ai envie de pouvoir traiter des choses avec Evan par le jeu. Et en aucun cas pour répondre à une petite voix qui me dit « mais t'es qui pour faire ça ? Mais t'es qui pour… » Tu vois ? Parce que toutes les formations que je fais, la vérité, c'est que tout le sang que j'ai pris, j'aurais pu faire des formations qui plaisent et qui font beau sur un CV pour avoir un titre précis, comme par exemple psychologue, orthophoniste, tu vois. Mais c'est pas vers ça que je suis allée parce que c'est pas là où à ce moment précis, peut-être que c'est des formations que je vais faire après, où j'avais envie d'aller, tu vois. Et je pense qu'il faut distinguer tiens, je vais me former parce que là, je rencontre quelque chose et j'ai besoin d'aide pour pouvoir y répondre, et je vais me former pour rajouter une ligne sur mon CV parce que je pense qu'elle pourrait encore plus asseoir ma notoriété. Ça, c'est de la connerie, tu vois. Et une fois de plus, ça, c'est quelque chose que ne font pas les hommes. C'est quelque chose, nous, on est très doués pour faire ça, hein. Aller avoir 12 lignes de plus sur le CV, mais c'est lui qui est embauché, tu vois. Donc, c'est très drôle. Je te jure. Et après, c'est très français, tu sais, d'avoir ce côté où il faut un titre qui est reconnu. Et moi, souvent, je le vois, hein, ça stresse certaines professionnelles. Oui, mais t'es quoi? Pourquoi est-ce que t'as besoin de mettre un mot précis dessus? Tu vois? Et en fait, le jour où j'ai arrêté d'avoir besoin, et j'en ai parlé avec ma vie qu'un jour, hein, tu vois, il y a 3 ans, je lui dis, mais putain, mais moi, je suis quoi? Et elle me dit, attention, là, tu vois, t'es en train de te laisser guider par la société qui te dit qu'il faut un titre, tu vois. Et en effet, j'en ai pas besoin de ce titre. Et à partir du moment où tu te dis, ouais, j'ai pas besoin de titre pour remplir ma bio Instagram, eh ben, tu te mets à vraiment faire des choses, à te former sur ce à quoi t'as vraiment envie de te former. Ouais. Je vois totalement la différence justement de ces deux méthodes de formation, et c'est vrai que je crois que très très souvent c'est pour me rassurer moi que je me forme plutôt que réellement me dire que ça va compléter ce que je sais déjà. Et il faut arriver à faire taire cette petite voix en me disant non, si tu te formes, c'est pour avoir un bagage supplémentaire
pour ce que tu veux faire. Mais C'est ça va même plus loin, Tia, et je pense que ça s'applique à toi. Il faut se rendre compte que, et c'est terrible ce que je vais dire, il y a des gens sur des domaines, ils vont avoir besoin d'aller se former pendant 5 ans. Et il y a d'autres gens, comme par exemple toi sur certains sujets, c'est inné, c'est putain d'inné. Et on oublie ça. On oublie qu'il y a des choses, c'est inné, c'est du talent, et on n'a pas besoin d'aller se former. Je peux t'assurer que ma grand-mère, quand je vais lui parler des relations, je peux t'assurer que ses conseils, ils sont 10 fois meilleurs que n'importe quel psychologue sur le sujet, en fait. C'est inné, elle a cette bienveillance, elle a ce retour d'expérience, elle a cette culture, c'est inné. Et en fait, je pense qu'on est en train de jeter du sable sur ça. Et on oublie qu'il y a des gens, c'est le talent. Et moi, souvent, il y a des gens qui me disent, oh là là, moi, quand je choisis ma sage-femme pour accoucher, il faut qu'elle ait temps, il faut qu'elle ait accouché, il faut qu'elle ait machin. Moi, ma sage-femme, c'était sa première semaine à la maternité qui m'a accouchée. Et je peux te dire que sans elle, j'accouchais pas. Elle a eu un talent. C'était un truc de fou, en fait. Et je l'ai vu. Et après, je m'en rappelle, j'ai repris rendez-vous avec elle 3 ans après, juste pour lui dire que c'était quelqu'un d'exceptionnel et que c'était inné. Donc, faut faire attention à ça aussi. Il y a des choses où on n'a pas besoin de se former. Et moi, ça les saoule, certaines mamans qui, des fois, me contactent et me disent, oui, mais ça, tu le sors d'où? Je le sais. Je le sais. C'est comme ça. Tu vois. Ouais. Je crois qu'il faut réussir à faire la paix aussi avec comme tu le dis, avec les talents que l'on a. Moi, je sais que c'est un gros problème chez moi, de ce truc de se dire, ouais, mais ok, c'est un talent, mais est-ce que c'est vraiment légitime, en fait? Tu vois, on arrive toujours à se battre contre soi-même. C'est dingue. Oui, complètement. C'est super dingue. On va parler du 12 mars, maintenant, parce que justement, moi, et tu vas me le confirmer, mais là, on est d'accord que ce que tu as fait le 12 mars, c'est inné. C'est en toi. Et j'ai vu, alors je n'étais pas là, mais j'ai quand même eu les échos et j'ai vu les répétitions grâce à Mavic sur YouTube. Heureusement qu'elle est là. Et comment tu arrives un jour à te dire, ok, je vais devenir stand-upeuse et je vais créer mon spectacle qui s'appelle Sur un malentendu, et je vais parler aux parents de ce que j'enseigne sur les réseaux sociaux. Comment ça t'est venu? Parce que c'est incroyable quand même. Et je sais pas si je l'ai dit, mais c'est à la Cigale. La Cigale, en France, la grosse salle mythique où, voilà. Ouais, non, comment ça arrive, ça? Je pense que ça s'est fait par plusieurs étapes. Déjà, ça s'est fait le jour où j'ai vraiment, vraiment appliqué, d'accord? Cette fameuse, c'est pas une théorie, c'est vraiment quelque chose qui est prouvé. On dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Financièrement, émotionnellement, etc. Donc le jour où déjà j'ai changé ces 5 personnes, je pense que c'était le début du chemin vers ça. Ensuite, il y a ce fameux jour de novembre où je vois Mavic au Palais des Congrès. Et où, alors même si ce que je fais, ça n'a rien à voir, c'est très différent, mais où tout ce que je vois, moi, c'est une femme noire sur scène qui a rempli une salle de femmes noires et qui a fait lever les gens et surtout qui a, d'une manière, changer leur vie en une date. Tu te rends compte ou pas du truc? C'est énorme, c'est énorme. J'y étais, c'est énorme. Voilà, en une date, en 3 heures, elle te change ta vie. Et donc déjà, elle sort de scène, et elle le savait. Hein. Ça faisait longtemps que je disais, moi, j'aimerais bien faire un truc sur scène, mais j'avais pas encore le format. Et en fait, j'ai tous ces réels que je fais sur Instagram qui dérivent de plus en plus et où je permets de plus en plus aux gens d'apprendre des choses, mais en rigolant, en tournant les choses vachement à la dérision. Mais j'ai cette frustration un réel, ça fait quand même que max 1 minute 30, et je vais pas demander aux gens de lire 1h30 de réel. Et donc un jour, je me rappelle, je dépose mon fils à l'école à vélo, et sur le chemin du retour, j'appelle une de mes meilleures amies, Ghislaine, qui a bossé pendant longtemps avec Jamel, qui a été chez Def Jam, qui a bossé avec beaucoup d'humoristes, et je lui dis, Ghislaine, rappelle-moi. Elle a sauvegardé le message, elle m'a dit, je le garderai toute ma vie. Je lui dis, rappelle-moi, on va faire un spectacle. Et là, elle me rappelle, elle me dit, je m'en rappelle parce qu'elle me dit, je suis in, c'est parti. Alors que je lui ai rien expliqué, tu vois. Et elle me dit, on y va. Non, mais c'est ça, elle me dit, ça part, c'est fou. Enfin, en plus, Ghislaine, c'est aussi une mère célibataire, enfin, on a énormément de choses en commun. Et elle me dit, ça part. Et ensuite, elle me dit, elle a toutes ces choses parce qu'elle connaît le milieu. Et elle me dit, ok, alors faut commencer par une petite date. Généralement, on fait des petites dates de rodage, on va aux provinces, on prend une petite salle, 50, 100 personnes, je la laisse parler et tout. Je lui dis, Ghislaine, on va faire la Cigale. Et donc là, il y a un petit blanc, elle avale sa salive. Elle me dit, la Cigale, c'est 1000 personnes. J'ai dit, ouais, c'est ça qu'on va faire. Et elle me dit, la Cigale, ça coûte cher et tout. Faut qu'on trouve un producteur. Je lui dis, Ghislaine, on va se produire. Je vais me produire toute seule. Elle me dit, d'accord.
Donc, mais vraiment, je voyais qu'elle soufflait, mais elle osait pas me dire. Elle me dit, donc, si on vend 2 places, on est d'accord que... Je dis, ouais, exactement. Elle me dit, bah, ok, on y va, ça part. Et ça part comme ça, et parce que j'ai une vision claire dans ma tête de, j'ai pas envie de faire un test, de jouer devant 50 personnes, et c'est pas une question d'ego, c'est que je sais que pour avoir la révélation que j'attends, parce que j'attends une révélation de cette date du 12 mars, j'ai besoin de jouer devant beaucoup de personnes. J'ai besoin d'être capable de sentir cette émulation et de voir l'effet que ça fait au public, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que je veux partir sur autant sur une telle capacité et une salle mythique, en fait. Et surtout, j'ai besoin, et ça je me rends compte après, j'ai besoin que mon père voit ça. Mon père qui vit au Cap-Vert, tu vois. Donc, et j'ai besoin qu'il voit le potentiel, parce que j'ai besoin de l'embarquer avec moi, ne serait-ce qu'émotionnellement dans ce projet. Et c'est comme ça que ça part. Donc, tu vois, ça part en vrai sur une matinée à vélo où je fais un audio. Et c'est pour ça que quand les gens, ils pensent que, et cet audio-là, je le fais, on est fin novembre. La Cigale a lieu en mars. Et cet audio, je le fais sans avoir aucun spectacle d'écrit, hein. Donc la meuf, hyper confiance. J'ai rien écrit, pas une ligne de ce spectacle, tu vois. C'est énorme. Et c'est pour ça que je fonctionne pas comme beaucoup de personnes. Enfin, moi, je fais et on voit après. Je fais, on voit. Et là où les gens s'enferment souvent dans des tunnels, à dire, bah tiens, je vais écrire mon livre et après je le proposerai, ou je vais écrire un spectacle et après j'essayerai. Non, crois-moi que la pression que ça va te mettre... Tu parles de moi, là. Mais il faut pas, engage-toi, et je peux te dire qu'il y a rien de meilleur pour tuer, en plus, la procrastination que l'engagement. Là, j'allais faire quoi si j'avais pas de texte le 12 mars? Ah bah, fallait que je l'aie, hein. Donc, C'est énorme, parce que là, en fait, vraiment, tu parles de moi. Tu parles de ma vie où je passe... Ah non, mais tu vois, pour la petite histoire, quand je rencontre mon mari, je suis en train de créer mon blog, parce que j'étais blogueuse pour un grand groupe aux Antilles, et je crée mon blog. Et donc, je suis en train de chercher le thème. Donc, le thème d'un blog, c'est l'esthétique visuelle, en gros, du blog. Et ça fait 2 mois que je suis en train de chercher un thème. Tu vois, 2 mois que je suis en train de me dire à quoi va ressembler ce blog. Et je rencontre donc mon mari, et quand on se rencontre, le premier truc que je lui dis, c'est ouais, j'ai envie de me lancer avec mon blog à moi, et je suis en train de chercher le thème. Ok, d'accord. 1 mois après, il me dit, il en est où le thème? Bah, je suis toujours en train de le chercher. Ok, là, on est passé à 3 mois quand même, hein. Et un jour, il me dit, ok, ton blog, il doit être en ligne quand? Et je lui dis, bah, à la base, hier. Mais voilà, il me dit, non, donne-moi une date. Donne-moi une vraie date. Ton blog, il est en ligne quand? Et je lui dis, je sais pas. Il me dit, donne-moi une date. Dans combien de temps tu peux avoir écrit quelques articles, et voilà, et penser peut-être un peu de promo, machin? Dans combien de temps? Et je lui dis, dans 1 mois. Il me dit, trop. Je lui dis, ok, 2 semaines. Ok, dans 2 semaines, ton blog, il est en ligne. Et je dis, bah non, je peux pas parce que j'ai personne pour le faire, machin. Il me dit, je m'occupe du blog, tu as 2 semaines pour trouver un thème. En 2 semaines, le blog, il était fait, j'avais trouvé un thème et les articles étaient en ligne. bah, tu vois, c'est ça. C'est le pouvoir d'avoir des gens. Tu sais, moi, tu l'as vu, hein, je ne prônerai jamais il faut faire seul, etc. Mais pas du tout. Tu sais, à chaque lancement, à chaque projet que l'on fait, que ce soit avec Mavic ou avec Maud ou avec Ghislaine, Mavic, à chaque fois que je l'appelle et que je lui dis je vais faire ça, ok, c'est quand? Je lui dis mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 minutes, je viens juste de décider que je vais le faire. Elle me dit oui, c'est bien, c'est quand, tu vois. Et en fait c'est canon d'avoir des gens comme ça, et je peux te dire que c'est des gens qui se souviennent du c'est quand que tu as dit, parce que le lendemain elle te rappelle, elle te dit alors on a avancé. Bien sûr. Bah, je ne sais pas. Et ça change tout d'avoir des gens qui, et c'est pas pour te mettre la pression, c'est qu'ils savent qu'il faut. Et c'est ça aussi, qui sont excités comme des puces pour toi d'avancer. Mais le fait de s'engager sans avoir rien fait, moi, ça a changé ma vie. Tu vois, là, je suis censée avoir fini d'écrire un livre pour le vendredi. Ben, il y a 20 pages pour le moment, tu vois. Mais il sera fini vendredi. Je te mets mes 2 mains à couper parce que pareil, je me suis engagée, j'ai signé un contrat avec l'éditeur et voilà, et c'est vendredi. Mais l'éditeur, c'est des éditeurs qui fonctionnent où tu leur envoies des manuscrits. Et moi, je leur ai dit, quand ils m'ont dit est-ce qu'on peut voir, j'ai dit non, vous inquiétez pas, vous l'aurez. Ça va être écrit. Ça va être très écrit, vous inquiétez pas, tu vois. Donc, et ça change tout. Et je pense que beaucoup de personnes, on fonctionne comme ça, mais c'est pas une question de stress. Moi, c'est l'excitation. C'est hyper excitant. Justement, concernant l'excitation,
est-ce que à un moment, quand Ghislaine te dit, bah, ok, on est parti pour la Cigale, c'est 1000 personnes, est-ce qu'à un moment quand même tu stresses ou non, l'excitation était tellement importante et la date était tellement proche qu'il n'y a pas eu place au stress? Mais bien sûr, je stresse, je pleure, j'appelle, je leur dis d'annuler, C'est vrai? j'insulte leur mère, mais oui, j'appelle Ghislaine, je lui dis t'annules, de toute façon c'est nul, j'ai C'est pas vrai? envie. Ah non, mais c'était terrible. Ah non, moi je suis hyper honnête, je lui ai dit, hein. Je me rappelle, je l'ai appelé le lendemain de Noël. Je Ah lui ai oui, dit, bah bien. de toute façon, tu sais quoi, allez, joyeux Noël, tu m'annules ça, c'est n'importe quoi, cette idée de merde que j'ai eue. Enfin, tu vois, je suis passée par tous les stades. Et en fait, c'est très marrant parce que 10 secondes avant de monter sur scène, j'ai des vidéos, je suis dans les couloirs juste devant la scène et je pleure. Ouais. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et ce qui est encore plus marrant, c'est que le spectacle, il commence, je suis au milieu de la scène dans le noir. Et c'est moi qui dois donner le go. C'est-à-dire, je dois commencer à parler pour que le technicien, il allume les lumières. Ok. Et je parle pas, tiens, je parle pas. Et donc, j'ai ma metteuse en scène dans l'oreillette qui me dit, à toi. C'est à toi. Quand tu veux. On y va. C'est à toi. Et moi, je suis là, mais j'y vais pas. C'est mort. J'en ai rien à faire. De toute façon. Et c'est terrible ce qui se passe dans ma tête à ce Ah moment-là. ouais. Et ce qui est trop marrant, c'est que quand j'y vais et que la lumière s'allume, et c'est la première fois que j'ai ce sentiment dans toute ma vie, c'est parce que j'ai parlé 2 heures Ouais. avec le texte en tête et sans aucune pause. Moi, j'ai pas de pause, j'ai pas de personnes qui viennent, qui font une entracte, j'ai pas de danse, j'ai pas de musique. Et tout ce stress que j'avais eu de je vais pas connaître mon texte, etc., s'envole. Et j'ai même l'impression d'avoir oublié mon texte et que je pars en freestyle pendant 2 heures. Et c'est le bonheur total. Waouh. Et c'est un truc que j'ai jamais ressenti avant. Et en fait, et j'ai cette phrase qui revient, que tu sais, quand mon père, il m'avait appelé juste avant et que j'étais stressée, il me dit cette phrase, il me dit, Elodie, t'as pas compris. Il y a un truc que t'as pas compris. La scène, c'est chez toi, c'est ta maison. Quand t'arrives et que la lumière, elle s'allume, c'est chez toi. Les gens, tu les as invités. Donc à partir de là, tout va bien en fait. Et en fait, il me dit, à partir de là, si tu veux, tu les fous dehors, c'est chez toi, tu vois. Et j'adore cette phrase. Et j'ai eu ce ressenti, vraiment, la lumière s'allume et je me dis, mais c'est chez moi en fait, tu vois. Et là, tu te dis que t'es stand-upeuse et que c'est ça ton métier maintenant. C'est ça. Et là, je me dis, mais en fait, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. Et oui, ça va être plus difficile. Et oui, ça va être plus challengeant. Et oui, c'est un métier, même si je déteste ce mot, qui est déjà bouché, je déteste ça. Oui, il y a déjà plein de gens, mais c'est ça qu'on va faire. Et c'est ça, et c'est ce bonheur-là que je veux ressentir au quotidien, en fait. Et même mon fils qui est monté sur scène à la fin, il m'a dit à chaque fois, il en parle tous les jours, tous les jours. De toute façon, ma mère, elle fait un spectacle, de toute façon, elle fait un spectacle, toi, la tienne, elle fait pas de spectacle, tu vois, à cet âge-là, c'est que des phrases comme ça. Et il dérive, hein. Moi, ma mère, elle est chanteuse, je dis, Archie, on n'a pas tout à fait compris. Mais, et en fait, sa fierté, quand il monte sur scène à la fin, qu'il regarde les 1000 personnes comme ça et qu'il me dit, maman, c'est pour toi, tu vois, et c'est ça, en fait. Et tu vois, beaucoup de gens ont pas vraiment compris pourquoi c'était hyper important, parce que c'était beaucoup d'organisation, hein, le faire venir juste à la fin, qu'il monte, parce que je veux qu'ils voient ça. Je veux qu'ils voient que oui, maman, elle peut travailler à la maison, elle peut être sur Insta, elle peut être sur scène, enfin. Et à ce moment-là, du coup, il y a une nouvelle Elodie qui se crée. Et la Elodie dont je te parle depuis le début de servir l'objectif dans 10 ans, eh ben, c'est une nouvelle Elodie qui se développe et maintenant, c'est elle qu'on va servir. C'est énorme, c'est énorme. Justement, tu viens de nous dire que tu te lances dans un secteur qui est, entre guillemets, bouché. Comment on fait quand qu'on veut toucher un secteur qui est ultra concurrentiel? Comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour justement mettre en avant notre singularité, notre unicité? Comment toi tu fais? Ben, c'est simple, je me rappelle tous les jours que tout ce que je fais, ça doit vraiment être moi. Et ça doit pas être ce qui marche en ce moment, ce qui fait le buzz en ce moment. Et ça, c'est un exercice de fou. Tiens, c'est un exercice de fou. Souvent, je tourne des trucs et je m'éplaye et je regarde, je dis, mais c'est qui elle? Et c'est pas moi, en fait. Et à partir du moment où t'es toi, je dis pas que tu vas remplir des stades, mais en tout cas, tu vas remplir les salles avec les gens qui veulent vraiment te voir toi. Et pas avec un personnage que t'as créé. Mais ça, c'est un exercice du quotidien. C'est très dur. C'est très, très dur. Et c'est en te connaissant toi, en étant toi-même, que tu développes tes propres techniques de marketing. J'ai fait l'erreur au début quand j'ai commencé sur les réseaux et que j'avais 200 followers. Je crois que ma vie, qu'elle en avait 30 000 et je regardais beaucoup ce qu'elle faisait. Et je me disais, ok, il faut que j'y arrive, etc. Et la vérité, c'est que moi, mes réseaux, ils ont explosé le jour où j'ai été moi-même.
Avant ça, c'était la guerre. J'avais l'impression d'être sur une barque et de ramer. Là, je suis sur un bateau à moteur, sur les réseaux, tu vois. Avant ça, mais c'était la barque et tu te demandes, mais pourquoi ça prend pas? Et même, il y a des commentaires que tu vois sous tes posts, tu dis, mais pourquoi ça génère ce genre de commentaires? Pas des commentaires méchants, mais des commentaires de gens où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? C'est pas ce genre Ouais. de gens que je veux attirer. Mais oui, mais c'est ces gens-là que t'attires en n'étant pas toi-même. Donc, en fait, c'est ça, c'est que là, en essayant de faire cette nouvelle Élodie qui veut être sur scène, c'est toute une remise en question que je fais sur qui je suis et en étant qui je suis, comment est-ce que je vais le vendre, tu vois. Quand Ok. Farid il dit aux gens il y a 2 semaines on va faire un spectacle et on va remplir Roland Garros, je Énorme. pense que voilà, ça lui a demandé beaucoup de travail à se dire mais moi j'en ai rien à foutre de jouer dans un théâtre, laissez-moi tranquille. Moi j'ai envie de jouer dans un stade, tu vois. Et je suis persuadée qu'il y a eu beaucoup d'étapes à réussir à asseoir le fait que si, on va jouer dans un stade. C'est c'est super intéressant parce que finalement, là tu viens de dire la nouvelle Élodie cette tournée, ce spectacle, mais finalement la nouvelle Élodie, est-ce que c'est pas la vraie Élodie Ah si, si, clairement. finalement? Clairement. Et je pense que c'est une Élodie qui a mis du temps à assumer le fait qu'elle est drôle, mais pas elle est drôle juste à faire rire, c'est elle est drôle en disant des trucs qui, des fois, sont malaisants, en fait, que les gens, ils osent pas dire, tu vois. Donc, et ça, c'est dur à assumer parce que ça veut dire il faut être prêt à recevoir les claques. Hein, et surtout quand on est maman, les claques des autres mamans parfaites, il y en a pas mal. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, mais je suis prête à recevoir des claques, des coups de poing, tout ce que tu veux. Et ça va, en fait. Et une fois de plus, on en revient à l'entourage. Parce qu'à chaque fois que je me prends une claque, je l'appelle cet entourage. Et cet entourage, il me dit, tu veux qu'on aille les buter ensemble? Tu vois? Ça change tout. Mais c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça permet aussi de se reposer sur des gens de confiance et de se dire, OK, je suis pas toute seule. Ça va aller. Complètement. Complètement. On arrive déjà à 1 heure Oh, d'interview. Je pourrais rester 3 heures avec toi, mais je sais que tu as un livre à écrire. je te jure. On a 2 dernières questions. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de faire plein de choses et qui ne sait pas par quoi commencer? Alors déjà, c'est un conseil qui est dur, mais il faut arrêter de se cacher derrière le fait de vouloir faire plein de choses. J'ai envie de faire plein de choses, donc je sais pas quoi faire. Je sens que j'ai plein de talents. T'en choisis un, tu arrêtes avec ça. Parce qu'on ne peut pas faire plein de choses bien en même temps. Ça n'existe pas. Choisis celui qui va servir la personne que tu veux être dans 10, 15, 20 ans. C'est sur celui-là. J'ai mon mentor qui dit, écris les 20 objectifs de ta vie. Raye-en 15. Garde que 5. Ne te concentre que sur le premier et fais le minimum sur les 4 autres qui te permet de pas faire un pas en arrière. C'est tout. Pour rester au niveau où tu es là. Mais c'est sur le premier que tu vas aller à fond. J'adore. Je note, tout ça, je note parce que je vais l'appliquer à moi-même. La question, alors apparemment, c'est la plus difficile. Tu me diras ce que tu en penses. Et c'est la dernière. Si on devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience, quelle serait-elle? De toujours essayer. Toujours. Quel que soit ce que tu veux faire, Ok. t'essayes. Et on voit après. Exactement. On fait les comptes à l'arrivée, ça c'est ma vie qui le dit, cette phrase elle est magique. Et c'est exactement ça, c'est moi j'y vais, j'essaye et j'adore parce que des fois tu pourras me parler et me dire alors, bah tiens, alors le Canada, ah bah je l'ai fait, je me suis cassé la gueule, c'était très bien. Voilà, Mais il n'y a pas mort d'homme, donc c'est pas grave. exactement. Ça va très bien aujourd'hui. Merci beaucoup, Élodie, pour ce moment. C'était vraiment hyper agréable de parler avec toi. Merci pour toutes tes lumières. Et on a hâte d'avoir les dates de la tournée parce qu'il y a une tournée. Bah oui, moi aussi j'ai hâte, c'est très bientôt. Génial. Si on veut te suivre, est-ce que tu peux nous donner les réseaux si on veut t'écrire, t'encourager, tout ça? On le fait comment? Bah on le fait sur Insta, c'est un peu ma maison, Even et moi, Even et moi, et je suis là. Je suis très là même. Ouais. Merci Pia, c'était Merci. génial. Avec plaisir. Merci, c'est moi. Merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux chaque semaine. Je suis vraiment touchée. Merci à l'accueil aussi que vous avez apporté concernant la nouvelle formule de ce podcast avec les capsules. J'ai eu énormément de retours concernant la première capsule Mindset. Donc, il y en aura d'autres, évidemment. Et comme d'habitude, et comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et à la semaine prochaine.